séculaire en témoignage classique avec le grand ferment des insensés, poursuivi par la suite par le déploiement des appareils disciplinaires comme la prison, l'hôpital psychiatrique. Alors ce serait ce continuisme qui empêcherait Foucault d'appréhender la singularité et la nouveauté radicale d'un dispositif dont la fonction n'est plus de discipliner ou d'exclure, ni d'optimiser la vie, mais de produire la mort. Échec d'autant plus étrange qu'il était particulièrement attentif aux discontinuités, aux ruptures historiques, à l'apparition de singularités inclassables, imprévisibles. Bon, évidemment, ce silence n'est pas total. Comme le rappelle Brossat dans son livre, Alain l'a encore rappelé tout à l'heure, la notion de biopolitique, de biopouvoir, telle qu'elle apparaît dans 1976 à ce séminaire pour défendre la société, et impossible de l'inventer de savoir, était censé montrer comment s'exerce la fonction de la mort dans des sociétés modernes régies par des dispositifs, disons, pacifiants de normalisation, et comment elle conduit au génocide qui serait, disait Foucault, dans une formule que je vais toujours laisser un peu perplexe, le rêve des pouvoirs modernes. C'est un usage de cette notion de biopolitique qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs foucauldiens. Par exemple, nous semble-t-il, fortement dans le champ de ce qu'on pourrait appeler l'Italian Theory, Agamben, Esposito et d'autres. Or, je voudrais dire que cette solution esquissée par Foucault en 1976 ne paraît pas satisfaisante. Et j'ai l'impression que Foucault allait la désavouer implicitement en donnant par la suite une signification assez différente à la notion de biopouvoir. Il faudrait alors se demander si d'autres notions foucaldiennes, élaborées dans un contexte différent, ne sont pas plus adéquates pour reprocher cette énigme que désigne les noms d'Auschwitz ou d'Apollinaire. Et si c'était le cas, devrions-nous renoncer totalement à la notion de biopouvoir, ou simplement tenter de la circonscrire en définissant son usage légitime? En effet, cette notion nous semble équivoque, puisqu'elle est censée apporter une même réponse à plusieurs problèmes distincts. Du coup, on peut se demander si, quand il s'agit de penser le phénomène d'extermination, la notion de biopolitique ne fonctionne pas finalement comme une notion écran, comme une sorte d'obstacle théorique. Lorsque Foucault l'emploie pour la première fois dans son dernier cours de 1976, il s'efforce de penser l'émergence au XVIIIe siècle d'une nouvelle technique de pouvoir, différente du pouvoir disciplinaire qu'il avait longuement analysé dans les séminaires précédents, une technologie de pouvoir qui ne s'adresse pas à l'homme-corps individuel, mais à l'homme en tant qu'espèce vivante, en tant que population. Le terme apparaît à ce moment-là aussi. C'est aussi une technique qui diffère au moins autant du pouvoir souverain traditionnel, régi par le principe laisser vivre et faire mourir, et qui se manifeste essentiellement par le droit de tuer dans les cas des supplices. Je vous fais allusion tout à l'heure dans la discussion précédente. Avec l'avènement du biopouvoir, il s'agit au contraire de faire vivre, de fabriquer du vivant, de protéger, d'optimiser la vie des vivants. La difficulté va alors consister à comprendre comment ce pouvoir qui n'a plus pour fonction de tuer, qui laisse tomber la mort, dit Foucault, peut se transformer dans certains cas en pouvoir d'autant plus meurtrier qui s'est focalisé sur la vie. Et c'est pour rendre compte de cette transformation d'une biopolitique en thanatopolitique que Foucault fait ici intervenir le racisme. C'est le racisme qui, selon lui, établirait une césure dans la masse des vivants, en dissociant ceux qui méritent de vivre et ceux dont l'existence menace la vie de la race ou de l'espèce tout entière et doivent donc être éliminés. Alors plus exactement, parce que là l'analyse est assez fine, il s'agit du racisme d'État, de la captation par l'État du vieux récit La guerre des races, un récit séculaire, qui en s'opposant à l'histoire glorieuse de la souveraineté, alimentait depuis des siècles ce qu'on pourrait appeler un récit dissident. Foucault parle d'une contre-histoire, chez Coulin-Villiers, chez Walter Scott, etc., qui est une sorte d'histoire parallèle à l'histoire de la souveraineté. Alors encore Foucault, ce n'est pas seulement le nazisme qui mettrait en œuvre ce racisme exterminateur, mais aussi le stalinisme, et en fin de compte l'ensemble du pouvoir moderne, s'il est vrai que le génocide est leur rêve le plus secret. Bon, alors je tiens à le dire, je trouve cette analyse contestable, pour plusieurs raisons. En premier lieu, ça c'est un point secondaire mais important quand même, il n'est pas avéré, malgré certains indices, comme la persécution des enfants des ennemis du peuple par le NKVD ou les terroristes maoïstes, il n'est pas avéré que le racisme, ou ce que Foucault appelle le social racisme, soit vraiment au cœur de la terreur stalinienne, maoïste, Khmer rouge. Et surtout, il me semble que cette approche ne permet pas de rendre compte d'extermination massive qui serait survenue avant l'avènement de la biopolitique et du racisme d'État, situé selon Foucault vers le XVIIIe ou XIXe siècle. Et c'est entre autres le cas de la chasse aux sorcières,
conducteur qui est dessus depuis un certain temps. Alors je rappelle quand même, pour lever toute ambiguïté, sans rentrer dans les détails, la chasse aux sorcières n'est pas une obscure survivance médiévale menée par des moines fanatiques, c'est un phénomène moderne qui commence, disons en gros, au milieu du XVe siècle, près d'ici, dans l'ouest de la Suisse, qui défère en suivant le couloir rhénan, après l'Allemagne, l'Alsace, les Pays-Bas, etc., et qui se déploie massivement dans sa phase plus intense au XVIe, XVIIe siècle, et s'achève tardivement, en Allemagne notamment, au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est un phénomène moderne, et non pas archaïque ou médiéval, et il était mené, dirigé essentiellement par des juges laïcs, par un dispositif d'État, et non pas par des inquisiteurs et par des personnages liés à l'ancien appareil ecclésiastique. Même si, bon, les schèmes fondateurs, le programme, la doctrine avait déjà été élaboré par l'Église médiévale. Elle a été reprise et traduite par un dispositif tout à fait